Salut à toi. Si tu es ici, c'est pour obtenir donc le Playbook SaaS qu'on t'a proposé donc du coup sur Instagram ou sur LinkedIn en fonction de la plateforme d'où tu viens. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est de te proposer en plus du format juste Playbook, les avis et les conseils que je peux t'apporter basés sur mon expérience passée pour justement essayer d'apporter un maximum de valeur. On va proposer du coup 2 formats sur le Playbook. Donc ce format qu'on va faire ensemble donc sur une vidéo longue et il y aura un format lecture tout simplement avec toutes les métriques, tous les éléments, tout bien propre dans un Notion. Et on va te mettre le lien du coup dans la description de cette vidéo pour que tu puisses aller le récupérer et le télécharger. Comme ça, tu pourras soit simplement faire ça et le lire à tête reposée plus tard, soit justement ça te permettra d'avoir un peu plus de valeur par rapport à la présentation qu'on va te faire aujourd'hui. Donc globalement, si on attaque dans le vif du sujet, aujourd'hui en 2026, créer un SaaS, ça prend 48 heures, voire même un peu moins, pour les plus rapides. Par contre, scaler un SaaS, c'est toujours aussi compliqué. Donc la barrière à l'entrée s'est réduite. Ok, ça va très très vite aujourd'hui pour créer un produit. Mais c'est toujours aussi complexe de scaler avec des vrais niveaux de croissance, donc 20-30% par mois, de façon linéaire et constante. Et donc c'est le sujet clé qu'on va traiter dans ce playbook, c'est t'expliquer comment sur 10 grands milestones clairs, tu puisses pas à pas passer tous les paliers pour aller chercher justement des 300, 400, 500K de MRR avec ton SaaS. Globalement, on va passer directement à cette slide. Donc, pour me présenter rapidement et que tu saches qui je suis. Donc, moi, je suis Maxime Augiat, donc A-U-G-I-A-T. Tu peux aller googler du coup mon nom sur Internet pour trouver tous les éléments qui te démontreront que ce que je te dis, c'est vrai. Donc, moi, j'ai créé ma première boîte à 23 ans. Donc, c'est une marketplace B2B dans la distribution du bâtiment. On avait donc du coup 2 hubs logistiques sur la France qui nous permettaient de faire comme Amazon, livrer en 24 heures nos clients professionnels. Et notre boîte, c'était donc du coup une marketplace dans les matériaux du bâtiment. Donc on connectait les fournisseurs et les industriels qui fabriquent les produits directement avec les clients professionnels partout en France. Donc on avait plus de 15 000 clients sur le marché français à la fin. Et c'est une boîte qu'on a mis 7 ans à construire de zéro. Moi j'étais au RSA dans la chambre de mes parents avec aucun entourage en entrepreneuriat, donc vraiment tu peux difficilement partir plus bas que moi. Et malheureusement à l'époque, il fallait 2-3 ans pour créer un produit stable, recruter des techs, lever beaucoup d'argent. On a levé quelques millions d'euros sur ces années-là avec des business angels. Et donc ça se faisait pas comme ça, malheureusement. Et derrière, en 3 ans, on est passé de 0 à 15 millions d'ARR. Et on a vendu la boîte du coup en 2022. Après avoir fait un dual track, donc on faisait soit levée de fonds, soit cession. Et pour moi, en fait, ça m'a permis du coup d'atteindre mon objectif, qui a toujours été du coup de m'extraire de ma condition de prolétariat, si j'ose dire, pour du coup vendre la boîte à 7 chiffres et devenir millionnaire liquide en 2022. Puis ensuite, après cette session, du coup, j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs en tant que coach à scaler leur business, dont un certain nombre de business dans le SaaS. Et à côté de ça, j'ai aussi lancé un autre SaaS, donc en B2B, un peu équivalent à une ESN pour ceux qui savent ce que c'est, sur un format de leasing donc qui s'appelle Convert Native. Et aujourd'hui, on fait 3 millions d'ARR avec quelques gros clients grands comptes. Et on est 2 sur ce business. Donc globalement, là, les sujets qu'on va traiter aujourd'hui, j'ai essayé d'être clair et de les regrouper en 3 grands piliers. Le premier, c'est effectivement être capable de comprendre que les fondations, c'est vraiment important et que souvent, quand on est un bon entrepreneur, on avance très vite et parfois faire un petit pas de recul, c'est important pour justement reposer bien les fondations, le positionnement, etc. Étape 2, c'est être capable justement d'industrialiser tout ce qu'on a mis en place. Donc au début, on fait do things that don't scale. Et puis étape 2, on fait des choses qui scale, quoi. Donc c'est cette étape-là qui est importante justement pour être capable d'asseoir la machine, le moteur sur les roues qui sont les fondations. Et ensuite, étape 3, c'est scaling, c'est 0-300 km/h, où là, effectivement, on décaisse et on explique les sujets clés qui permettent justement de passer ces milestones. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas juste de bourriner en acquisition.
Donc le paradoxe en 2026, c'est que ça n'a jamais été aussi donc du coup simple et facile à construire un SaaS. Donc ça, c'est vraiment une opportunité et en même temps, c'est une menace parce que ça veut dire que n'importe qui peut créer ton produit en 24 heures. Et donc, si tu n'as pas de moat, c'est ce qu'on va voir juste après, extrêmement compliqué pour toi de survivre. Donc ça, c'est le point positif. Ce qui n'a pas changé encore une fois, c'est que acquérir des clients, c'est toujours aussi difficile, que le churn tue encore une fois la plupart des SaaS, et donc c'est la métrique aujourd'hui qui est fatale, et que dans tous les cas, ta distribution et ta marque, ça prend du temps, ça demande de l'abnégation, ça demande de la précision, de la rigueur, et on n'a pas d'automatisation ou de ChatGPT ou de Claude pour nous aider à faire ça. C'est encore du travail d'humain et donc de talent et donc de connaissances. Donc globalement, il y a une métrique qui est assez folle, qui est que en gros, la plupart des gens qui atteignent 10K de MRR, donc 75% d'entre eux, n'atteindront jamais plus que ce MRR-là. En tout cas, ils dépasseront jamais 50K de MRR par mois. Et donc, ça, c'est une métrique qui est assez insane. Et donc, c'est important de tout de suite comprendre que c'est bien de faire 5, 10, 15, 20K de MRR. C'est une bonne chose. Ça veut dire que tu es dans la bonne dynamique, que tu as une preuve de marché. Globalement, tu es vraiment dans la bonne direction. Mais il ne faut pas croire que parce que tu fais 20K de MRR, donc 20, 100K, 100, 200, 300K, ça va être facile. C'est précisément l'inverse. Donc, étape 1, encore une fois, première partie, les fondations, le moat, comment on fait justement pour pouvoir bien se positionner et créer un produit qui a du sens, et ce qu'on disait tout à l'heure, la notion de barrière à l'entrée. Donc, le moat, c'est quoi? C'est, on va dire globalement une expression bullshit marketing de la French Tech, mais au-delà de la blague, c'est quand même un élément qui est essentiel, en particulier aujourd'hui quand tu crées un SaaS. Donc, sur 2026, aujourd'hui, pour créer un moat, tu dois, même si tu t'es lancé et que tu fais 10K de MRR, tu dois te poser et réfléchir à quelques key points qui vont te permettre justement de savoir si ton produit il a une bonne défensibilité ou si c'est pas le cas du tout. Le premier point, c'est l'effet de réseau. Est-ce que aujourd'hui ton produit, plus il va croître, plus sa valeur va croître avec lui. Et donc, ça peut être sur plein de sujets différents. Hein. Ça marche autant dans le consumer, le B2C que le B2B. Et donc ça, c'est une information c'est une donnée que tu dois avoir en tête au moment où tu construis ton produit et ta stratégie pour te dire comment on va pouvoir justement capitaliser sur cet effet de réseau. Et d'ailleurs, c'est lié aussi, en l'occurrence, à la data propriétaire. Est-ce que j'ai de la data propriétaire ou pas? Si c'est pas le cas, il faut que je réussisse à créer de la donnée propriétaire qui me permette de me protéger. Et par exemple, je vais donner un tips. Ok, on fait cette feature-là, mais par-dessus cette feature, on sait qu'on a collecté tel on-point de données, et c'est ce qui nous permet, en fait, aujourd'hui, de créer une valeur par-dessus la valeur, et qui est la nôtre, qui est propriétaire, et qui est notre moat à nous, qui est défendable, et qui n'est pas réplicable. Parce que pour avoir tous ces on-points, pour avoir toute cette donnée, en fait, il faut avoir acquis tous les clients qu'on a acquis. Et donc, tu arrives à t'extraire, par exemple, un moat par ta capacité à être bon en acquisition. C'est un exemple. Pour l'anecdote, donc du coup, je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi les dernières nouvelles, mais Cursor aujourd'hui a été racheté par Elon Musk précisément pour cette raison-là. Il ne rachète ni la tech, ni les équipes, ni les LLM, ni tout ce que tu penses. Ce qu'il rachète, c'est la data propriétaire qu'a créé Cursor, à savoir les milliards d'on-points de data et de comportements qui ont été faits sur le persona et l'ICP des développeurs, ok. Et c'est ça en fait qu'il veut drainer parce que ça va lui permettre d'entraîner instantanément sa propre intelligence artificielle XAI beaucoup plus rapidement sur le sujet. Et donc il achète en gros la connaissance, tout simplement. Donc ça montre bien qu'encore une fois, même sur des boîtes qui sont énormes, c'est essentiel de réfléchir à ça. Et pour ceux d'entre vous qui imaginent potentiellement demain, au-delà même de faire du MRR, mais de vendre la boîte, eh bien il faut l'avoir en tête parce que c'est une information essentielle. 3, ça peut être l'intégration profonde. Je donne un exemple. Nous, ConvertNative aujourd'hui, on fait 3 millions d'ARR, on a quelques dizaines de clients qui sont des grands comptes, donc parfois cotés en bourse, qui font plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. On est connecté directement sur l'infrastructure back-end. Pour pouvoir faire ça,
il a fallu développer chaque API de chaque système tiers dans leur infrastructure, mettre en place un système qui est en lien et qui est cohérent par rapport à leur qualité, service qualité. Et pour pouvoir maintenir cette service qualité, en gros, il a fallu répondre à 300 questionnaires de sécurité, faire des certifications spécifiques pour être conforme aux attentes des équipes chez nos clients. Et donc, une fois que tu as cette infrastructure back-end connectée, une fois que tu as ces certifications apportées, tu es blindé. C'est-à-dire que le coût pour sortir de l'infra du client, elle est tellement élevée qu'il faudrait vraiment que tu fasses une dinguerie et ou que tu apportes zéro valeur, ce qui n'est pas notre cas, parce que nous, on est générateur de ROI, pour que le gars te sorte. Et donc, si tu arrives à faire ça, bah, pour le coup, tu as une LTV qui peut être en années plutôt qu'en mois. Et évidemment, ensuite, tu as la marque et l'autorité. Bon, ça c'est classique, hein, créer une marque. Et la dimension communautaire, créer ou agréger une communauté autour de ton produit, de ton service, et où on parlera peut-être plus tard de la partie personal brand. Donc, si tu fais partie de ceux qui se lancent actuellement, évidemment, les points clés, c'est identifier, engager, écouter, recouper, construire. Ça, c'est en gros ce que je dis à tous les gens que je vois qui se lancent, qui sont soit au début du lancement, soit au début du produit, soit au début de leur traction. Il faut comprendre tes clients, ton ICP, et ne pas rester bloqué sur ton itération première qui vient de ton instinct et ton avis. Donc, que ce soit des étudiants en école de commerce ou des gens qui se lancent, l'avis est toujours le même. Va là où sont tes prospects. Ne les prospecte pas en mode vends ton produit, mais écoute-les. Identifie les patterns qui sont récurrents et potentiellement, ça va te permettre soit de créer ton produit, soit d'identifier que ton produit n'a pas forcément la killing feature nécessaire pour vraiment pénétrer le marché que tu cibles. Et donc, tu développes la killing feature nécessaire. C'est tout simple. On l'a dit tout à l'heure, magnifique période et âge d'or pour monter une boîte. Tu as besoin de personne. Attention, n'imagine pas que ça ne sera pas le cas à terme, parce que l'avènement de l'intelligence artificielle a des côtés positifs et des côtés négatifs. Côté positif, tu peux lancer ton produit tout seul. Côté négatif, demain, n'importe quel LLM va pouvoir aller fouiner sur ton site et faire des injections SQL. Et si ton Supabase, tu sais même pas ce qu'il y a dedans et tu regardes que ton front et que tu te dis que ça marche, eh ben, tu peux te faire très très vite pirater beaucoup de choses et te retrouver en difficulté parce que ça peut soit tuer ta boîte, soit te faire voler toute ta donnée propriétaire, finir en procès ou couler parce que le gars a récupéré tous les RIB, j'en sais rien. Et donc, c'est un âge d'or pour se lancer. Mais dès que tu commences à faire 200, 300, 400 cas de MRR, il faut structurer une équipe tech sérieuse, robuste, qui utilise bien sûr l'IA pour aller plus vite, mais qui aussi est capable de gérer la dimension d'aide technique. Donc le deuxième pilier qu'on va traiter, donc du coup, c'est la partie industrialisation. Donc, bien évidemment, ce qui est essentiel aujourd'hui dans un SaaS, on l'a dit en introduction, c'est du coup plus vraiment le produit, même si encore une fois le produit, il y a une utilisation, sauf si vous êtes juste un provider d'API, quoi. Mais globalement, hein, c'est quand même assez rare, même si ce sont les meilleurs business pour le coup. Mais tu as quand même une infra, et un back-end et un front-end. Et ce front-end, il est quand même utilisé par des clients, et donc il faut traquer la donnée, et on le verra plus tard. Mais au départ, quand tu te lances, ce qui est essentiel, c'est de la distribution de ton produit, parce que tu peux avoir le meilleur produit du monde, mais si tu es visible nulle part ou que tu n'as pas de distribution claire, malheureusement, personne ne va connaître ton produit. Donc là, ce qui est important de traquer, c'est le coût d'acquisition par canal, le volume mensuel d'acquisition, le taux de rétention par cohorte, et pas simplement en chiffre d'affaires, on le verra plus tard, la prévisibilité du pipeline, etc., etc. Et donc la plupart des gens qui plafonnent ou font pas de chiffre d'affaires, c'est qu'ils passent leur nuit et leur jour à développer un produit que personne ne connaît. Donc ça n'a aucun intérêt en fait. Donc c'est lié au sujet précédent. N'imagine pas que, et malheureusement beaucoup de gens disent ça sur les réseaux et je trouve ça dommage, n'imagine pas que le building public, ça va te permettre de scaler ton business et que tu vas faire 15, 30, 50K de MRR comme ça en 3 mois. Non, la réalité, c'est que le building public, ça va te poncer de la bande passante pour faire de la création de contenu. Création de contenu qui va en aucun cas te créer de la prévisibilité et des canaux d'acquisition sérieux. La seule chose que ça va te permettre de faire, c'est de potentiellement faire 5, 10, 15K de chiffre d'affaires avec des offres lifetime en mode c'est maintenant ou jamais, quand on va sortir le produit, vous verrez, après ça sera trop cher. Donc les gens, ils vont acheter parce qu'ils t'ont suivi toi, mais ça ne veut absolument rien dire. Donc si t'as fait même 15 ou 20K de MRR
avec des offres à vie basées sur ton building public, tant mieux, mais tu n'as pas démarré en fait ta partie acquisition. Donc il va falloir arrêter de faire ça et passer vraiment du temps plutôt justement sur essayer de comment on peut faire 80-20, canal par canal, pour comprendre comment on peut mettre en place une distribution efficace et adaptée par rapport aux produits qu'on a mis en place. Graphique, évidemment, qui explique simplement que plus tu as de canaux diversifiés, 1, 2, 3, 4, mieux c'est, et plus tu es capable justement de les empiler et de diversifier ton acquisition. Bien évidemment, on n'attaque pas un nouveau canal tant qu'on n'a pas poncé 80-20, le premier canal qu'on a lancé. Donc là, globalement, ça fait 16 minutes que je parle un peu vite, désolé, mais on a balayé donc du coup les sujets clés sur le kick-off, le lancement, 0, 10, 10, 20, 20, 30K de MRR. Et si déjà tous ces sujets-là, tu te reconnais ou en tout cas que tu imagines qu'il y a des enjeux sur lesquels tu te sens bloqué, tu n'as pas de réponse, tu trouveras du coup dans le lien dans la description de cette vidéo un lien vers un formulaire du coup de complétion qui te permettra d'accéder potentiellement à un audit gratuit. On ne répond pas à tout le monde parce que du coup, à travers tout ce qu'on a mis en place, on a beaucoup de volume d'appels entrants. Mais de temps en temps, moi, je jette un œil et tous ceux qui viennent des du coup formats longs qu'on a mis en place, on les prend en priorité. Donc, si on a vu effectivement que tu es allé au bout de cette vidéo, on te prendra en priorité. Donc, tu peux effectivement cliquer, réserver un appel, tu tombes avec moi, c'est pas un setter, c'est pas un vendeur de rien du tout, on te vend rien, on te débloque un point clé sur lequel tu es coincé pour que tu passes au milestone suivant et qu'ensuite, si tu as envie d'aller plus loin, tu travailles avec nous potentiellement. Si encore une fois, on a la bande passante, puisqu'on fait 5-10 entrepreneurs maximum par mois et donc on est très souvent complet. Donc, sujet maintenant clé, on arrive au vif du sujet qui est maîtriser son ratio CAC LTV. Alors déjà, il n'y a quand même pas grand monde qui le traque. Il n'y a quand même pas grand monde non plus qui sait le calculer correctement, parce que dans le coût d'acquisition, ils oublient des coûts. Dans la lifetime value, ils calculent pas correctement le churn. Donc voilà, vrai sujet, il faut calculer correctement ce ratio et le suivre. Ce ratio, il est essentiel et il est beaucoup plus précis que juste regarder ton MRR mois par mois. Et en l'occurrence, lorsque tu pourras identifier que tu dépasseras 3 ou 4 en termes de ratio, là, tu pourras identifier un seuil sur lequel tu peux scaler. Si tu fais, on a dit tout à l'heure, faut aller vite sur le produit, faut aller vite sur l'acquisition. Puis quand tu commences à atteindre ce milestone, 100, 150, 200K de MRR, c'est à ce moment-là où ton attention doit être concentrée sur ce ratio et tu ne dois plus bourriner en acquisition. Parce que sinon, en fait, tu fais de l'acquisition, c'est bien, tu vas faire monter ta top line sur ton MRR, mais ça va très vite s'effondrer. Et ça va te bronger le cerveau parce que du coup, tu vas pas comprendre, tu vas passer énormément de temps à faire de l'acquisition pour de toute façon voir ton MRR s'effondrer. Et donc, vaut mieux s'arrêter, vaut mieux arrêter de faire l'acquisition. T'en as fait, c'est bien, t'as d'attraction, c'est bien. Et maintenant, il faut suivre ce ratio précisément pour comprendre ce qui se passe et accélérer ensuite une fois que ce ratio y est maîtrisé et pas avant. 2 indicateurs pour améliorer ce ratio, réduire ton coût d'acquisition, donc s'améliorer encore plus sur l'acquisition. Et parfois, ça peut être contre-intuitif parce que ce que je te dis, c'est vrai, mais ça peut aussi être faux dans le sens où potentiellement, il vaut mieux un coût d'acquisition plus élevé, paradoxalement, mais mieux qualifié, qu'un coût d'acquisition inférieur et moins bien qualifié. Dans les 2 cas, les clients ils vont payer, mais ils n'auront pas forcément une rétention identique. Et donc, c'est pas si simple que ça d'optimiser ton ratio CAC LTV devant sur le coût d'acquisition parce que ça nécessite quand même une réflexion relativement poussée. En revanche, ce qui est beaucoup plus facile, c'est du coup de l'améliorer avec ta LTV. Et en règle générale, c'est ça le sujet clé et c'est là où le bas blesse chez 99% des SaaS. Même si tu fais plus de 200K de MRR, tu es là-dedans. Et donc le sujet lié à ça, c'est les cohortes. Donc super, tu maîtrises ton CAC LTV, c'est bien. Et ce qu'il y a derrière, en fait, ce sont tes cohortes. Et aujourd'hui, le nombre de fois où j'ai des gens en appel qui me montrent, qui me disent oui, je suis mes cohortes, mais pas de souci, elles sont nickel. Je bois un coup, désolé. Et en fait, elles sont pas nickel du tout parce que ils ne suivent pas les cohortes pour suivre la rétention, ils suivent les cohortes par MRR. Du coup, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Et donc, il faut absolument traquer sa rétention correctement. D'ailleurs, il ne faut pas simplement traquer uniquement la rétention, il faut traquer d'autres indicateurs clés sur l'onboarding ou autres.
justement pour obtenir les informations sur la qualité de ton produit. Et ça a deux vertus fondamentales. C'est que le premier, c'est que si tu n'as pas d'indicateur, si tu n'utilises pas ces indicateurs, tu es complètement aveugle sur ta délivrabilité. Okay, donc tout le monde parle de delivery. Donc dans le coaching, c'est facile. Hein, est-ce que le gars il progresse? Est-ce qu'il fait ce qu'on lui demande? Sur un produit, si tu n'as pas d'indicateur, si en plus tu n'as pas de support ou pas de CSM, tu n'as aucun signal. Aucun signal. Et donc quand tu te manges le mur, c'est déjà trop tard. Donc pour éviter ça, si tu traques tes cohortes mois par mois avec ta rétention, c'est-à-dire la fréquence de connexion à ton produit ou ton service, tu seras déjà beaucoup plus juste. Et là, je pense que le jour où tu vas calculer ça, et tu as des outils qui peuvent te le permettre de le calculer correctement, tu risques de tomber de ta chaise. Donc, va falloir faire très attention à ce ratio-là. Et c'est ces ratios-là qu'il faut améliorer, en particulier jusqu'à 28 jours, où tu dois être bon sur ta rétention. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, ça te donne une indication sur la qualité de ton produit, donc la qualité de ta rétention, corrélée strictement. Et l'élément déterminant, c'est pas simplement comprendre ce qui se passe actuellement, c'est comprendre ce qui va se passer et ce qui se passe parce que ton entreprise, elle bouge, elle est dynamique. Et donc, mois par mois, tu ships une nouvelle feature, tu recrutes un mec, tu déploies des looms d'onboarding, etc. Et donc, tu t'améliores. Et donc, pareil, pour être capable de traquer tes améliorations, eh bien, si tu ne suis pas cette métrique, tu ne peux pas identifier qu'en janvier 2026, ta rétention J28 était meilleure qu'en janvier 2025. Et donc, le fait de suivre cet indicateur te permet aussi d'avoir des indicateurs de qualité et de contrôle de pilotage de ta boîte pour savoir si en fait, ce que tu fais, ça sert à quelque chose, ou si tu passes tes journées à croire que tu fais quelque chose et à croire que ça existe, enfin à croire que c'est utile pour ta boîte. Mais la réalité, c'est que si cet indicateur ne s'améliore pas, tu brasses de l'air. Donc voilà globalement pour ce sujet-là. Donc encore une fois, petit récap, le bottleneck, il est rarement celui qu'on croit. Donc typiquement, le nombre de gens qui me disent problème d'acquisition, problème de rétention, problème d'acquisition. Hein. Donc identifier la problématique est rarement aussi simple que tu le penses. Ça, c'est le vrai sujet. Et c'est normal, biais du fondateur, tête dans le guidon. Si t'as pas un deuxième cerveau pour prendre du recul et t'aider justement à mieux comprendre ce qui se passe et à prendre du recul et à analyser les situations de façon froide et pragmatique, tu risques de faire des erreurs. Ça veut pas dire que tu vas pas avancer, ça veut dire que tu vas mettre beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie et que ça va te poncer et te cramer ta santé mentale et potentiellement physique. Je sais de quoi je parle, je suis passé par là. Il y a d'autres sujets qu'on va voir par la suite. Mais encore une fois, si aujourd'hui tu t'es reconnu dans les sujets qu'on a évoqués ou si tu as identifié que tu avais des sujets qui relèvent des points qu'on a évoqués, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as le lien dans la bio, tu réserves un appel avec moi et on en discute et j'essaie de t'aider. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on a compris globalement comment avoir des fondations solides, comment piloter, industrialiser. Et donc là, on passe à l'étape 3 qui est scaler. Encore une fois, c'est au moment où tu commences à vraiment faire 150, 200 cas de MRR et que tu veux aller chercher x2, x3. x2, x3 sur 200 cas de MRR, je connais pas grand monde qui est capable de faire ça aujourd'hui. En tout cas, j'en vois pas souvent en appel. Donc les sujets clés qui reviennent sur ce type de thématique, c'est bien évidemment le pricing. Souvent, on a mis en ligne un prix sur la LP qui a été fait il y a 6, 12, 24 mois. Le fait que ce prix soit visible, globalement, en fait, te downsell 80% de tes ventes, alors que tu aurais pu les faire 3 fois plus cher en faisant des prix à la tête du client. Mais on va dire qu'à cette étape-là, si tu l'as pas fait et que t'as communiqué ton prix, tant pis, mais il va falloir shifter, il va falloir accepter maintenant d'augmenter ses prix parce qu'il est très probable que tes prix soient pas assez chers pour justement que ton business il soit cash flow positif, rentable et qui génère suffisamment de profit, pas simplement pour tenir deux mecs qui tiennent tout, qui sont au four et au moulin, mais pour devenir une vraie boîte structurée avec des gens, avec des équipes qui du coup développent le business. Donc là, typiquement, tu as le fameux triptyque de prix qui fonctionne bien. Bien évidemment, c'est lié à ton produit, donc il faut que tu arrives à concevoir un pricing qui te permet d'upsell ton client vers plutôt le cœur de marge et plutôt le segment central, qui est généralement celui qui est le mieux positionné tant en termes de features et de pricing. Élément déterminant aussi que je vois et qui est oublié par beaucoup de fondateurs de SaaS,
la dimension affiliation, donc distribution à travers la recommandation payante, elle est fondamentale. Donc, il faut absolument prévoir dans ton pricing 30% au minimum de reward pour du share de revenus, parce que ça va te driver probablement à terme 30 à 40% de ton chiffre d'affaires si tu mets une équipe dessus, si tu le développes et si tu le mets en place. Mais c'est vraiment peut-être là où tu auras les meilleurs clients qui te coûteront in fine le moins cher et qui retiendront le plus. Parce que le fait que ce soit par la recommandation, il y a une dimension de social proof qui est imbattable. Et puis évidemment une offre cash machine qui te permet simplement en fait d'upsell celui qui a pris le cœur de marge. En règle générale, on dit toujours fais une offre 10 fois plus chère pour 10% de tes clients et tu doubles ton chiffre d'affaires. Là, c'est un peu l'idée en fait sur un SaaS. Il faut qu'elle soit effectivement irrésistible et tu peux aller faire des engagements sur 24-36 mois. Aujourd'hui, sur des grands groupes, c'est possible. Je ne traite pas là sur la thématique, mais il y a des SaaS, certains SaaS, par leur architecture et leur conception, qui peuvent aller aussi chercher des grands comptes. Et donc ça, c'est quand tu arrives à couvrir autant les SME que les grands comptes, c'est top parce que du coup, tu peux aller chercher, créer une double équipe d'acquisition. La première qui tabasse les SME à l'ancienne et la deuxième qui va signer du gros deal pour aller faire du coup des gros tickets signés en upfront sur, encore une fois, des engagements longs. Donc après, est-ce qu'il faut lever ou est-ce qu'il faut bootstrapper grand débat. La réalité, c'est que la levée, en fait, beaucoup de gens opposent ce sujet en mode binaire, sans expliquer qu'il y a un contexte. Et donc, ça n'a aucun sens d'opposer ou de dire est-ce qu'il vaut mieux lever ou bootstrapper. Donc cette slide n'a pas de sens. Merci Maxime. Mais pourquoi? Parce que si je te dis demain que tu as 10 investisseurs qui sont tous des business angels ultra qualifiés, qui vont t'amener de l'argent, de la connaissance et du réseau sur ta verticale, qui vont te permettre de faire x10, qu'ils investissent globalement 2 millions d'euros à une valo de 20 millions, ok? Comme ça, ils n'ont même pas réalité métrique, tu vois. En fait, pourquoi tu refuserais de faire cette levée? Tu vois, c'est les 10% de ton capital, les mecs ils mettent 2 barres dans ta boîte et ils t'apportent tout leur réseau. Tu n'as aucune raison de ne pas la faire, sachant que potentiellement, en plus, dans un second temps, si tu fais un bon pack d'actionnaires, si tu mets en place des trucs propres, tu n'as pas de liquid pref, tu as des valeurs de rachat, peut-être demain tu vas faire un LBO, tu vas les racheter, les sortir et faire rentrer quelqu'un d'autre. Donc si tu fais les choses proprement, intrinsèquement, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. À l'inverse, si c'est super sale et que le mec il te dit je mets 200K pour 35% de ta boîte, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Donc le contexte en fait est ultra déterminant sur est-ce que ça vaut le coup de lever ou pas. Et du coup, si ton ratio CAC LTV il est à 6-7, et potentiellement tu seras beaucoup plus dans la situation favorable que la situation défavorable. Je ferme la parenthèse sur la partie levée. À l'inverse, le bootstrap, tu peux aussi t'en sortir. Tu peux aller chercher de la dette bancaire. Il y a aujourd'hui des organismes qui se sont créés spécifiques qui calculent ton ARR de croissance et qui te financent ton ARR et de la dette. Donc ça peut être un plan B pour éviter de céder du capital. Et puis encore une fois, il y a 1 million de trucs à faire vraiment sur la partie financement. Tu peux encore une fois pousser ton équipe à faire du cash flow et à créer des engagements longs et à signer des engagements longs. Tu peux accélérer et à l'inverse faire que de l'upfront client à acquisition et tu tabasses des nouveaux clients ou tu leur fais du 3-4 000 de vente, tu vois. Enfin, il y a plein de choses à faire. Là, c'est à toi de réfléchir à quelle est la meilleure technique et quelle est la meilleure solution, quelle est la meilleure voie pour toi en tant que fondateur et au stade où tu te trouves et en fonction des opportunités qui sont présentées à toi, bien sûr. Donc, règle numéro 1, on met en place les process d'abord et on recrute après, parce que recruter sans les process, en fait, tu vas juste mettre quelqu'un sous l'eau, tu ne sauras pas lui expliquer ce qu'il doit faire, tu ne sauras pas lui expliquer comment il doit le faire. Et donc, je peux même déjà te dire par anticipation que même s'il est relativement bon dans ce qu'il fait, tu vas te dire dans 6 à 12 mois que tu as fait un mauvais recrutement et que c'est qu'une merde et que de toute façon, il faut recruter quelqu'un d'autre et ou à la fin, abandon, ou de toute façon, il n'y a que moi qui peux le faire, donc je vais continuer de le faire. Donc non, en fait, il faut vraiment avant poser ce que toi tu as fait et essayer de comprendre, mettre en place les process, les SOPs, pour justement que tu puisses demain recruter, avoir une fiche de poste claire, faire un recrutement clair, avoir des OKR ultra clairs, et ce qui fait que la personne se sentira épanouie, atteindra ses objectifs et que ce pôle-là que tu auras délégué sera vraiment bien délégué et tu n'auras plus besoin de remettre les pieds dedans. Donc en règle générale, de toute façon, c'est quoi les quatre grands piliers? J'ai mes premiers clients, je me focus sur onboarding, delivery, 80% de mes clients sont satisfaits, ok, done. 2, je passe mes canaux d'acquisition, je les fais les uns après les autres, 80-20, ça scale, je commence à être bien,
Bien. Étape 3, ok, pour faire tout ça, on a fait plein de choses, la création de contenu, des ads, on a mis en place des features produits, une roadmap produit, enfin bref, il y a un million de trucs. Je pose tout ça à plat dans des SOPs clairs, secteur par secteur, avec comment faire, à quelle vitesse le faire, les ressources d'information, les supports où tu t'es enregistré en Loom, etc., pour que vraiment tu aies ton support formation que tu vas vendre à personne sur Instagram et que tu vas juste donner à tes collaborateurs pour que justement ils soient autonomes demain. Et étape 4, du coup, tu recrutes. Et là, il y a un vrai débat sur le recrutement. La plupart des gens vont te dire il faut des A-players. C'est un grand débat. Personnellement, moi, je pense qu'il vaut mieux avoir des gens déterminés que des A-players. Parce que le A-player, s'il est déterminé, en fait, il va vite partir parce qu'il va se mettre à son compte. Et c'est normal. Et donc, tu vas avoir un churn de gens qui sont bons de manière assez élevée, quoi, tu vois. Et donc, il vaut mieux des gens mid, tu vois, voire même mid moins, que tu vas former, à qui tu vas donner les outils, à qui tu vas donner les assets, que tu vas pouvoir reward, qui seront contents et qui seront loyaux et qui vont rester. Et donc, en fait, ça explique à quel point c'est important d'avoir des SOPs et des process. C'est pas simplement pour déléguer correctement et faire en sorte que ta boîte elle scale correctement. C'est surtout que du coup, ça va te permettre de pouvoir faire cette stratégie. Parce que si tu recrutes un profil mid sans un SOPs de qualité, bah oui, il va aller dans le mur, tu vois. Et paradoxalement, si tu as une organisation qui permet à des gens mid de devenir mid plus et de tenir les objectifs, ok, c'est beaucoup plus robuste que de dépendre d'un gars super bon qui de toute façon finira par partir. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a là? Les métriques clés, on les a globalement balayées, hein. Encore une fois, de toute façon, à la fin de la journée, n'oubliez pas un truc fondamental, c'est que quand vous avez un SaaS, des fois vous perdez un peu la boule et vous regardez juste encore une fois le MRR, vous avez un putain de produit. Donc un produit, on traque pas le chiffre d'affaires, on traque son utilisation. Si ton produit n'est pas utilisé, tu vas mourir. Peu importe quand, peu importe à quelle vitesse, mais tu vas mourir. Si on prend du coup 3 exemples typiques qu'on a nous accompagnés et qu'on a du coup suivi mentalement en termes de business, etc. On a trois grands critères clés. On en a un par exemple qui a fait plus de 45K de MRR, donc sur une fenêtre de 2 mois. Donc on avait des enjeux clairs de CAC au niveau du payback. On avait un sujet clair aussi sur la qualification de son funnel qui était un peu Bagdad. Et on a mis en place des petits tips, par exemple, au lieu de setup des démos, tu vois, quand est-ce que tu es dispo, ou d'avoir un bloc iClose. Ce qui fonctionne, c'est une dynamique asynchrone, donc c'est plutôt confortable. Mais c'est plutôt de dire, ok, bah pas de souci, faisons un appel tout de suite. Si tu as besoin que je fasse une démo, je parle avec toi maintenant, faisons la démo, tu vois. Et là, c'est closing bourrin, mais ça marche, quoi, tu vois. Et rien qu'en faisant ça, c'est-à-dire en faisant sauter la dynamique asynchrone, il n'y a pas de follow-up par mail, il n'y a pas de follow-up par WhatsApp, tu fais la démo maintenant, mec. Le deuxième, c'était du retail tech. Donc lui, il avait un gros boost. Après, il avait une base assez saine, il avait des fondations très saines. Tous les sujets qu'on a évoqués sur le bloc 1, du coup, ils étaient quand même propres. Là, il y avait plutôt des enjeux de pricing, donc du coup, ça allait assez vite. Et puis, il y avait effectivement la dimension qu'on disait tout à l'heure des clients grands comptes qui n'étaient pas du tout traités. Donc, en fait, en optimisant le prix et à côté en développant du coup une acquisition sur la partie grand compte, bah voilà, il a signé quelques gros deals et donc le MRR il a explosé directement. Sachant que là, on vous a mis le MRR, mais l'ARR en augmentation est encore plus violent. Du coup, on aurait pu mettre un chiffre encore plus violent, tu vois. Mais c'était pas l'idée, c'est juste de raisonner toujours pareil en MRR. Donc là, pour le coup, vraiment gros gap et c'est allé très très vite. Mais comme on l'a dit, fondation solide et CEO machine de guerre. Et puis on en a un autre sur la partie consumer qui avait du coup uniquement de l'organique en acquisition. Donc du coup faire 14K de MRR uniquement d'organique, honnêtement GG quoi, tu vois. C'est que son contenu était de qualité. Mais voilà, tout simplement on a mis en place un certain nombre de campagnes, comme on l'a vu dans la présentation, qui évidemment sur la base de cet organique a apporté des fruits très rapidement avec un ROI qui était significatif. L'organique ne te permet pas de trouver des clients, en tout cas difficilement. Par contre, ça t'aide énormément quand tu fais de l'ADS parce que t'es déjà visible, tu as déjà une audience et c'est beaucoup plus confortable que si tu pars avec un compte avec un follower.
Donc le playbook que je viens de te donner, globalement, on a essayé d'être ultra efficace, 35 minutes qu'on discute ensemble, on a balayé les sujets clés. Bien évidemment, il y a énormément de sujets qu'on n'a pas adressés parce qu'on ne peut pas tout dire et l'idée c'est de vraiment balayer les sujets qui reviennent le plus souvent. Et aujourd'hui, de toute façon, ces informations et les autres informations qu'on pourrait te donner, les gens ne te les donnent pas tout simplement parce que voilà, ton équipe, ils sont sous l'eau, ils sont jamais de mauvaise foi, mais parfois aussi, ils ont pas forcément. C'est compliqué de donner son avis sharp comme ça à un dirigeant. C'est assez rare les dirigeants qui mettent en place, par exemple, des rapports d'étonnement, tu vois, parce que en fait, on est toujours beaucoup de gens sont matrixés par leur ego, alors que honnêtement, un rapport d'étonnement, tu as toujours une ou deux infos qui sortent que tu n'avais pas vues et qui sont vraiment à valeur ajoutée, tu vois. Donc ça, c'est typiquement des tips qu'on donne pour avoir avoir des rapports de valeur qui sont vraiment hyper intéressants pour avoir toujours un deuxième, un troisième, un quatrième cerveau, parce que plus tu as des avis divergents, plus tes décisions sont éclairées et plus tes décisions sont justes. Donc évidemment, les investisseurs, eux, ils sont là pour les thunes. Toi, tu refuses de voir beaucoup de choses, tu écoutes beaucoup tes pensées limitantes. Et puis, il y a une question d'ordre aussi. Donc, faire les choses dans le bon ordre. Donc, nous, modestement, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner notre regard de façon cash, brutale et froide sur ton business. Encore une fois, le seul intérêt qu'on a, c'est t'aider. Donc, globalement, on a essayé de balayer quand même tous les sujets clés. Je répète encore une fois, il y aura de toute façon dans le lien de la description le playbook complet sur un format Notion, donc que tu pourras lire et te poser pour essayer de bien comprendre tout ce que j'ai dit, s'il y a des choses qui sont pas claires ou s'il y a des termes qui étaient techniques. Le deuxième sujet, c'est que pareil en description, tu as le lien pour aller réserver un audit. Donc encore une fois, on passe pas notre vie à faire des audits et ceux qui regarderont la vidéo jusqu'au bout seront priorisés par rapport à ceux qui n'ont pas regardé la vidéo jusqu'au bout, tout simplement parce que du coup vous êtes plus clair dans votre esprit que ceux qui ne l'auront pas fait. Donc ça, c'est l'information essentielle. Et au bout d'un moment, on fermera ce canal, tout simplement parce que c'est pas notre métier de donner de la valeur gratuitement. On a un business à faire tourner. Comme toi, on est des capitalistes et on sait que nous, notre valeur, elle est à haut rendement. Quand on intervient sur un dossier, c'est un ROI majeur et on ne capte que 10%, 15% de la valeur qui est générée. Donc, en règle générale, on évite de passer du temps à conseiller gratuitement, pas parce qu'on ne veut pas le faire, mais parce que ceux qui nous payent nous permettent d'aider les suivants. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Si jamais, du coup, ces deux formats-là ne te conviennent pas, tu peux aussi aller sur Instagram, me follow et venir me DM. Et là, pareil, on aura du coup la capacité d'échanger potentiellement sur ta problématique. C'est tout pour moi. Tu as tous les éléments du coup en ta possession, que ce soit avec la vidéo qu'on a du coup hébergée, le lien du playbook et le lien pour prendre un appel si ça t'intéresse. Et maintenant, tu n'as plus aucune excuse pour aller chercher au minimum 100, 150, 200 cas de MRR ou au minimum faire x2 sur ton MRR si tu étais au-dessus de ce montant-là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite évidemment à aller sur nos réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, ou nous suivre sur la chaîne sur YouTube, puisque cette chaîne est récente et on est en train de la lancer. Et puis j'espère du coup à bientôt. Bonne chance à tous. Ciao.